Nous sommes un point dans l'archipel des Caraïbes. Nos plages sont admirées, nos richesses se dégustent partout dans le monde depuis des siècles. Mais comme la plupart des territoires éloignés de l'Hexagone, nous, humains, nous sentons délaissés. Et même si politiquement nous sommes français, notre âme, elle, est composée d'un assemblement maladroit de fragments des quatre coins du monde. Une multitude de cultures, habitudes, connaissances, émotions, concentrées de force sur un tout petit territoire, la Martinique. La route de la côte Caraïbe nord de la Martinique a vraiment une ambiance particulière. En quittant Fort-de-France, les paysages sont très urbains, puis tout d'un coup, changement de décor. Le panorama devient plus pittoresque, presque sauvage par moments. Bellefontaine est ainsi une petite commune nichée au creux des Mornes, entre Casse-Pilote et le Carbet. On accède à la commune par une route littorale qui serpente sur les flancs d'un relief vallonné et peu habité. C'est là qu'entre deux virages, tout d'un coup, on voit s'élever deux cheminées fumantes. Elles appartiennent à la principale centrale EDF de la Martinique. Depuis 1984, la commune abrite la centrale principale de l'île. Au fil du temps, il a fallu prévoir un rajeunissement des infrastructures. La centrale est donc en cours de démantèlement depuis 2014, sa voisine ayant pris le relais au même moment. Mais cette production se fait à partir de fioul. 75% de l'énergie est produite aujourd'hui par le fioul via une centrale thermique qui alimente toute l'île. Le reste du mix énergétique est réparti entre le photovoltaïque et l'éolienne. Je savais même pas qu'il y avait des éoliennes. Je découvre des choses là. Éolienne. Mais non, mais t'as pas que éolienne, bordel. Éolienne Martinique. Ah ouais, au Vauclin. Non, Grand-Rivière. La centrale éolienne de Grèce, Grand-Rivière et l'éolien stockage service, est située sur les hauteurs de Grand-Rivière en Martinique. Ok, d'accord. Donc il y a des éoliennes. Les énergies renouvelables ont commencé à s'installer sur l'île à partir de 2004 et la loi Grenelle 1 de 2009 ciblait 50% de ces dernières dans la consommation d'électricité en 2020. Force est de constater qu'il y a encore des efforts à fournir. La jeune centrale de Bellefontaine, elle, est prévue pour être en fonctionnement jusqu'en 2044 au moins. On entre dans le bourg juste après avoir passé la centrale. L'occasion de ralentir et d'observer le paysage. Il ne faut surtout pas oublier de lever la tête pour ne pas manquer une architecture un peu incongrue qui navigue sur les toits. Le Torgileo. Comment se retrouve-t-on à percher un bateau sur une falaise ? Une autre des nombreuses histoires qui tirent son origine de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, le Presidente Trujillo voguait, comme tous les bateaux, dans les eaux, précisément au large de Bellefontaine, alors qu'il venait de débarquer à Fort-de-France sa cargaison de bœufs. C'est ici que s'acheva sa vie sur les eaux, torpillé par le sous-marin allemand U-156 le 21 mai 1942. Des années plus tard, la famille Dubois, en vacances dans la commune, entend cette même histoire des pêcheurs du coin, qui ont en leur possession les agrès du bateau. Ces derniers suggèrent de construire une maison bateau sur la falaise. Un sculpteur, Monsieur Rémini, en fait la maquette. De nombreux habitants de la commune participent. On remplace le fer, trop rare, par du bambou, et on fait un remblai de pierres sèches afin que passe la route sous le bateau. Et l'intérieur est aménagé comme un navire. Une histoire aux allures de comptine pour enfants, et pourtant le Torgileo a résisté à tous les tremblements de terre de la région depuis sa construction. Voilà, c'est la coque de bateau. C'est au-dessus effectivement de la partie principale du bourg de Bellefontaine. Le Torgileo, disons que c'est M. Hector Dubois, qui était architecte de formation et qui a créé ce bateau parce qu'il allait très souvent à la pêche avec les pêcheurs de Bellefontaine. Et finalement, il a donné le nom de ses trois prénoms. C'est Hector qui est le père, Virginie qui est la mère et Léo le fils. Donc voilà pourquoi le nom Torgileo. Ok.
Ainsi commença la seconde vie du bateau en maison familiale, puis en restaurant, puis fermé au public. Aujourd'hui donc, plus rien à visiter. Ne reste qu'une belle histoire et une maison cocasse installée en figure de proue sur la falaise de Bellefontaine. La vue y est d'ailleurs imprenable sur la mer. Il semblerait que d'un simple bond, on soit sur le rivage. Alors dévalons les escaliers, prudence tout de même en traversant la voie principale, et nous y sommes. Face à la mer des Caraïbes, dos au soleil qui émerge, on peut se retrouver à contempler un attroupement curieusement matinal. C'est qu'une pêche à la Seine est prévue. Vous avez appris ça comment? Ici. Regardons. Ils vont allonger 200 mètres de corde en se dirigeant légèrement vers la terre. Donc on va tout ramener vers la plage. Et là, on a déjà fait une poche là, qui va descendre au fond et qui va avancer, draguer un peu vers la terre. Auparavant, quand les bateaux n'étaient pas équipés de moteurs, c'est à la rame qu'étaient posés les filets, comme s'en souvient encore Thierry Alexandre. C'était plus dur. Avec la main, on tire la scène. Mais maintenant, avec le moteur, c'est plus facile. Les pêcheurs sont présents sur la plage aux aurores. Ils partent étendre leurs filets au large. L'objectif est de créer une cuvette qu'on va rapprocher petit à petit de la plage afin d'y ramener les poissons. Sur la terre ferme, on s'organise. Il va falloir créer 2 groupes pour tirer la seine sur la plage. Moun qui a laissé ne peut pas ni moun qui pas carré. Donc t'as qui plus devant, c'est un carrelé plus. Oui, Ouais. c'est ça, moi, c'est ça. En fait, le mec disait que c'est ceux qui sont devant, donc plus proches de la mer, qui font tout le travail, et que ceux qui tirent derrière, bon, ils font semblant de tirer, quoi. C'est pas très gentil. Mais il y a probablement un fond de vérité. Je profite et puis ça me permet de ne pas acheter du poisson, d'avoir du poisson pour rien. Mais cet après-midi, Ouais, voilà, parce que ce que disait l'article qu'on regardait tout à l'heure, et moi j'ai toujours entendu ça. J'ai participé peut-être une fois où j'ai juste vu, je sais plus, mais j'étais jeune, hein, j'ai vu, je crois, une pêche à la Seine. Mais je sais que mon père y allait plusieurs fois. Mon père, il va aider, il s'en fout. Quand tu tires à la Seine, j'ai toujours entendu ça. Quand tu tires à la Seine, on te donne du poisson à la fin. Donc, non seulement tu sociabilises, mais tu repars. Bon, par contre, ça fait les bras. Faut pas y aller en pensant qu'on va glander, quoi. Je vais ajouter à ceux d'hier, d'avant-hier, et je vais faire frire. Du poisson. Oh. Ah, madame, j'arrive, hein. Attendez-moi, madame, j'arrive. La pêche à la Seine se pratique de moins en moins. On raconte que les pêches miraculeuses sont de notre temps. Comme toutes les traditions, pour pouvoir les perpétuer, il faut préserver et le savoir-faire et l'environnement qui les permet. Si aujourd'hui l'embarcation privilégiée pour la pêche à la Seine est la Saintoise à moteur, traditionnellement on utilisait le gommier. Ces bateaux étaient répandus dans les Antilles françaises. Ils ont même servi, pendant la Seconde Guerre mondiale, au départ en dissidence des Martiniquais. Ces derniers se rendaient ainsi dans les îles anglophones voisines, d'où ils pouvaient rejoindre les forces françaises libres des Amériques. Aujourd'hui, la raréfaction de la matière première a rapidement contribué à celle de l'embarcation. C'est que le gommier était taillé à même le tronc de l'arbre du même nom, le gommier rouge. Un arbre fascinant et facile à reconnaître, car son écorce semble pelée en bandes fines rougeâtres, presque translucides. Maintenant que la pêche est terminée, quittons la façade touristique et allons plus loin dans le folklore de cette petite commune et ses environs. Dans le nord de la Martinique, dès qu'on tourne le dos à la mer,
on se retrouve face au relief verdoyant des morts. Bellefontaine ne fait pas exception. Il se dit même que c'est sur le territoire de cette commune qu'on trouve régulièrement une espèce sauvage et hostile, endémique de l'île, le trigonocéphale. La morsure de ce serpent peut être mortelle pour l'homme et il est fortement déconseillé de se promener hors des sentiers balisés. Encore plus si l'on n'est pas accompagné d'un connaisseur. Cependant, ces mornes abritaient également quelques chasseurs de serpents qui, pendant longtemps, fournissaient l'Institut Pasteur moyennant une rétribution financière. L'objectif, fabriquer un sérum monospécifique permettant de soigner les malheureux agriculteurs ou randonneurs victimes de l'animal rampant. Si ces chasseurs de serpents ont contribué à la réduction des morts par morsure de trigonocéphale, leur travail n'est désormais plus rémunéré. Et quand je pense au fait que le savoir est détenu par une population vieillissante, je crains que les connaissances utiles à la capture de serpents ou les bonnes pratiques de la balade en forêt tropicale ne s'éteignent avec nos anciens. C'est bien normal que les villes modernes et les voyageurs les moins audacieux préfèrent les littoraux. Pour autant, nous savons que nos richesses se nichent au creux des mornes. Ici un pan d'histoire, là une tradition séculaire, là encore un secret agricole jalousement gardé. À nous de protéger ces savoirs et ces pépites de notre culture, à nous aussi de savoir les transmettre pour ne pas les perdre à tout jamais, enfouis sous les racines des fromagers et des fougères.